La modernité politique est bien une notion, un concept, ça serait déjà un débat abordé par des philosophes, des politistes, des historiens, qui présente assez peu de rapport avec l'espace et le temps qui nous est proposé par cette exposition. S'il fallait l'inscrire dans le temps, en fonction des auteurs, on peut faire débuter la modernité politique avec l'Antiquité gréco-romaine, comme notre rue, là dans notre ouvrage collectif. On peut la faire débuter avec la Renaissance, on peut la faire débuter avec les Lumières. En tout état de cause, on est dans des temporalités très longues, auprès desquelles nos 2 décennies ont quelque peine à trouver leur place. S'agissant de l'espace, on pourrait bien sûr plus aisément parler de modernité politique si on raisonnait sur Athènes ou sur Florence. Je ne suis pas sûre que, là encore, l'adéquation avec l'espace parisien, dans le cadre qui nous est donné, est un rapport quelconque. Bon. Et inversement, quand vous entrez dans l'exposition, vous êtes d'abord accroché, si j'ose dire, par des portraits de femmes, qui d'ailleurs sont extrêmement présentes dans toute l'exposition, des femmes pionnières. C'est en 1907, ça n'est pas dans l'exposition, mais ça pourrait l'être autrement, que Marie Curie fait son premier cours à la Sorbonne. C'est en 1907 que Alice Milia, Marie parlait du sport il y a un instant, arrive à Paris et s'inscrit dans un des premiers clubs sportifs féminins, et c'est elle qui, à partir de là, va être l'initiatrice des premiers Jeux féminins de 1922. Vous n'êtes pas sans savoir que, quelle que soit la place des femmes dans cette exposition, il faudra un certain temps avant que leur place en politique soit de même nature, et que le suffrage féminin n'a pas sa place, élément de modernité s'il en est, n'a pas sa place dans la chronologie qui nous est proposée. Bon, alors j'ai quand même essayé de m'en sortir, une fois que le choix était fait. Donc je voudrais, en 2 temps, peut-être avancer un certain nombre d'éléments sur ce qu'on peut qualifier de modernité politique dans la France de l'avant-guerre. Et vous allez voir que je suis obligée de tirer sur cette chronologie qui est peu pertinente pour moi de ce point de vue. Et puis, dans un 2e temps, et là je me rapprocherai du sujet tel qu'il nous est proposé par le cadre de l'exposition, voir comment la modernité culturelle a été appropriée par un certain nombre d'acteurs politiques au sens large du terme politique. J'y reviendrai en fonction du temps que j'aurai, mais pas seulement en fonction du temps. Je serai relativement brève sur l'après-guerre, qui occupe une place très importante dans l'exposition, mais je m'en expliquerai quand j'en serai là. Bon, premier temps, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la modernité politique dans la France d'avant 14, ou je dirais dans la France républicaine? Et donc vous voyez que je tire singulièrement sur la chronologie qui nous est proposée par l'exposition. Je rappelle que la philosophie politique républicaine s'inscrit fortement, est un prolongement, est une retranscription politique de la philosophie des Lumières, qui est un élément de modernité politique s'il en est, dans une beaucoup plus longue durée. Et comment se manifeste cette inscription dans les Lumières? Eh bien, une philosophie politique qui est pénétrée par l'idée qu'il faut éclairer ceux qui ne savent pas encore. Il faut discipliner le sphinx, disaient des politistes des années 80. Le sphinx, c'est le suffrage universel. Le suffrage universel, certes, élément de modernité, mais élément de modernité dont on sait qu'il s'est mal terminé dans plusieurs épisodes, dont ils savent, les républicains, qu'il s'est mal terminé dans plusieurs épisodes de l'histoire républicaine. Et comment discipliner ce sphinx? Eh bien, en éclairant, ce qui suppose que ceux qui savent éclairent
ceux qui ne savent pas encore, et donne naissance aux citoyens républicains, voire, quand même elle n'a pas le droit de vote, à la citoyenne républicaine, puisqu'il faut doter les citoyens d'épouses républicaines pour éviter que de mauvaises influences ne s'expriment. Et à partir de là, les acteurs par excellence de la politique en acte, ce sont les députés, ce sont les journalistes, ce sont les journaux qui sont les premières formes d'organisation politique avant que ne naissent en France les partis de type moderne. Et ce qu'on a qualifié de démopédie, cette démopédie, donc une politique qui se résumerait dans ses soubassements à enseigner les Lumières, elle marque profondément les organisations ouvrières. Elle s'exprime en direction du monde ouvrier après l'affaire Dreyfus par les universités populaires. Elle s'exprime dans le cadre des organisations ouvrières émergentes par les bourses du travail, par les maisons du peuple, qui se construisent là encore comme des lieux de transmission, des lieux qui permettent d'éclairer sur un autre mode le monde ouvrier. Alors, si on sort de la scène parlementaire, une autre forme de modernité, je m'excuse, ça va être un peu pointilliste mon exposé, parce que j'ai été chercher de la modernité, et donc il y a du pointillisme dans l'air. En dehors de la scène parlementaire, je voudrais dire un mot, et là encore je tire sur la chronologie, je tire abusivement sur la chronologie, l'invention du 1er mai, pour reprendre la formule d'Eric Hobsbawm. Pourquoi est-ce que je parle du 1er mai? D'abord parce que l'invention du 1er mai 1890, elle s'opère à la faveur d'une exposition universelle. Et là, il y a un lien entre ce temps de la modernité, qui est là la modernité économique, des grandes expositions universelles, et de la construction d'organisations scientifiques, mais également politiques, s'agissant de la Seconde Internationale, qui va se reconstituer au terme de ce congrès. L'idée qu'il faut le même jour mobiliser dans le monde entier pour la journée de 8 heures. Ce qui m'intéresse, c'est le même jour, c'est la simultanéité. La simultanéité dans un monde, donc la vitesse qui est un élément de la modernité qu'on trouve d'ailleurs du point de vue pictural dans l'exposition, est quelque chose d'absolument révolutionnaire d'un point de vue, je dirais presque physique, dans ce monde de 1890 où certes le train, mais pas les moyens de communication qui sont les nôtres. Et ils y arrivent tant bien que mal. Bien. Et puis, s'agissant toujours du 1er mai, et là on va retrouver la philosophie des Lumières et on va retrouver ce que nous dit Koselleck de la modernité ou ce que nous dit François Hartog de la modernité. Comment représente-t-on le peuple en marche? Comment représente-t-on le 1er mai? Comment représente-t-on ces acteurs qui prétendent à faire politique par d'autres voies que les voies parlementaires? La marche en avant. La représentation des manifestations existe avant qu'il y ait des manifestations. Et cette marche en avant, c'est évidemment la meilleure figure qui soit, mais qu'on retrouverait chez Delacroix, qu'on retrouverait dans le tableau de Jules Adler sur la grève au Creusot. C'est la parfaite illustration des conceptions positivistes de l'histoire. Et la politique s'inscrivant dans cette approche positiviste de l'histoire, on marche pour aller vers un devenir meilleur qui sera la fin de l'histoire, qui sera l'histoire advenue. Si on bascule vers une autre définition de la modernité politique, ouvrage beaucoup plus récent de Maurice Barbier, qui est un politiste, et qui définit la modernité en politique, la modernité politique comme la césure opérée entre l'État et la société civile, comme la césure opérée entre le public et le privé. On se rapproche, on pourrait trouver dans la période qui nous concerne des éléments de la modernité ainsi comprise. Cette autonomisation de l'État par rapport d'acteurs par-delà, enfin de la société civile par-delà l'État. Bon, 1905, qui constitue évidemment une césure importante
en matière de définition du rapport entre l'État et la conscience collective telle qu'elle s'était imposée pendant des siècles. Et puis également, à cette veille de la guerre, 1901, les groupes parlementaires apparaissent, pas dans les textes, mais jusque-là, ça apparaissait comme une force intermédiaire, écran à bannir entre le citoyen électeur et les élus. Construction des groupes parlementaires, on est après l'affaire Dreyfus. Hein. Émergence des premiers partis, Parti radical 1905. Et puis, je dirais d'un autre côté, 1913, l'apparition des isoloirs pour voter. On voit progressivement se construire, à la fois collectivement et individuellement, des acteurs qui s'autonomisent de cet état omniprésent dont Barbier nous dit que la modernité suppose qu'on s'en distingue et qu'on s'en sépare. Bon, j'arrive à ma deuxième partie qui va quand même nous rapprocher beaucoup plus de l'exposition et de ce qu'elle nous donne à voir et à entendre. Cette vie politique, dans ses multiples expressions, elle a à voir avec la modernité, elle a à voir avec la modernité urbaine. Je ne reviens pas sur Haussmann, ce n'est pas le sujet cette année, mais on en a beaucoup parlé l'an dernier. La création d'espaces qui ne sont certes pas dévolus à la politique, qui sont des espaces de la promenade, de la rencontre, hein, dans les boulevards qui préexistent à Haussmann, mais que Haussmann étend. Haussmann et cette appropriation nouvelle de l'espace parisien contribue à redéfinir des espaces, non pas de la politique, mais du politique. Le quartier des journaux. Le quartier des journaux, qui, encore une fois, qui a précédé Haussmann, mais indéniablement, le quartier des journaux, les boulevards dans leur ensemble, avec les kiosques à journaux, deviennent des espaces publics au sens où Habermas parle d'espace public. C'est pas seulement l'espace public où on se promène, mais c'est les lieux où on vient savoir ce qui se passe. C'est les lieux où les journaux, mais également les kiosques, se dotent de transparents lumineux, le rôle de la lumière également dans l'espace, transparents lumineux les soirs d'élection, devant les journaux, transparents lumineux publicitaires devant les kiosques, mais qui éclairent la rue, qui participent de l'éclairage de la rue. Et donc on sait que c'est toujours quand même mieux de se réunir, de se rapprocher dans des endroits qui sont plus éclairés et où par ailleurs on vend les journaux. Et autour de ces lieux de la diffusion d'une information politique, résultat des élections, ou des journaux, on discute et on a pas mal de gravures qui nous montrent ces rassemblements, qui sont des amorces de manifestations, évidemment, sans organisateur d'aucune sorte, sans déplacement, mais qui sont les lieux d'une discussion, d'un débat, en dehors de tout cadre et de tout temps préétabli par les cadres classiques de la politique. C'est un premier élément. Deuxième élément, la médiatisation. La médiatisation, et je voudrais donner deux exemples, mais j'en ai pas d'autres. Hein. Donc, quand je vous parlais de pointillisme, c'est parce que c'est également des émergences en pointillé qui témoignent d'attention de certains acteurs pour des formes de modernité technique et culturelle, mais qui sont loin d'être des phénomènes globaux. En 1909, il y a un pédagogue libertaire, Francisco Ferrer, qui est condamné à mort par le gouvernement espagnol et qui sera exécuté. Et ça donne naissance à l'échelle mondiale, et là c'est un élément de modernité. On l'appelait la grande protestation, à l'échelle mondiale c'était un peu comme le 1er mai. Hein. Cette universalisation de protestation est un élément qui nous sort totalement du cadre géographique de Paris, mais est bien un élément de modernité. Et c'est la première fois que Clemenceau, qui était le président du Conseil, admet que dans certaines circonstances, et à condition d'avoir des interlocuteurs raisonnables et susceptibles de maintenir leurs troupes, on pourrait autoriser à Paris une manifestation. Il n'y aura pas de suite qui sera donnée en dehors de cette manifestation-là.
j'aurais tendance à dire sans être désagréable, parce qu'un jour je me suis fait gronder dans cette même salle par des gens qui m'ont rappelé que Clémenceau avait quand même brisé les grèves et qu'il y avait des affiches pour dénoncer la violence de Clémenceau contre les grèves. Donc je prends pour ne pas me faire gronder tout à l'heure dans le débat, je prends mes précautions. Il n'empêche que donc c'est la première fois qu'on envisage la possibilité d'institutionnaliser la manifestation sans suite immédiate, je le répète, mais d'autant plus aisément que l'adversaire, enfin en tout cas la cible verbale, hein, de la manifestation, c'est le gouvernement espagnol. Donc c'est plus facile d'autoriser quand on s'attaque à un gouvernement étranger dont on a protégé l'ambassade, enfin on a fait tout ce qu'il faut. Hein, Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que on pourrait dire que c'est déjà une amorce de modernité que de penser qu'on peut construire la manifestation comme un phénomène institutionnalisé. Mais c'est pas pour ça que je vous en parle, à vrai dire. C'est parce que dans les jours qui précèdent l'exécution, un certain nombre d'intellectuels et d'artistes décident de louer 60 automobiles. Et l'automobile est évidemment au cœur de l'exposition. L'automobile et l'avion et la vitesse, le déplacement sont au cœur de l'exposition. Et ils montent dans ces automobiles, dont certaines sont avec des toits découverts, enfin des toits ouvrants, et ils roulent. J'allais dire à pas compter, mais en tout état de cause, la vitesse est alors réduite à 20 km/h à Paris, donc il ne risque pas de faire de grande vitesse. Ils roulent notamment sur les boulevards, en distribuant des tracts aux passants. Et alors évidemment, les boulevards, les quartiers des journaux, les journalistes se mettent au balcon et ils descendent les voir, ils se connaissent. Hein, ils se connaissent parce que c'est des écrivains, des artistes, ils écrivent dans la presse. Donc ils descendent. Et évidemment, la presse le lendemain, bon, donc il y a des discussions qui s'engagent autour de ce cortège motorisé. Et là, on est bien dans de la modernité culturelle. Et évidemment, le lendemain, toute la presse fait une place assez importante, non seulement à la nature de la manifestation, mais à Francisco Ferrer. Et là, on est bien dans la conception, par des hommes de culture, de ce que la modernité technologique peut offrir pour s'exprimer, et en même temps une prise de conscience de ce que, pour que les journaux, les médias répercutent un événement, il faut faire en sorte qu'il soit intéressant pour les médias. Donc on construit quelque chose à des fins de médiatisation. Deuxième exemple, ils sont à peu près simultanés. On est en 1911. Il y a à Paris je regarde, ça va, un syndicat des locataires de la Seine, qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Gustave Cochon, Cochon comme cochon, et qui mène la lutte contre Monsieur Vautour. Monsieur Vautour, c'est le propriétaire. Il y a de très belles affiches à l'époque pour dénoncer Monsieur Vautour, le propriétaire. Donc ils organisent, ils aident les locataires qui sont expulsés à organiser des déménagements à la cloche de bois, comme on dit à l'époque, pour éviter d'avoir à payer les derniers loyers, et puis pour sauver ce qu'ils peuvent de leur maigre mobilier. Et donc, c'est Gustave, j'ai un petit doute sur son prénom là brusquement, excusez-moi, enfin, c'est pas très grave. Lui aussi, il a un très grand sens de la médiatisation. Donc, on est en 1911, il occupe l'église de la Madeleine avec des expulsés, et évidemment, il prévient les journaux. Il occupe l'hôtel de ville avec des expulsés, et il prévient les journaux. Enfin, il y a toute une série d'occupations au début 1912, il installe, après avoir prévenu non seulement les journaux, mais les actualités cinématographiques, qui sont nées en 1909, j'y reviens dans un instant, il installe un campement provisoire, c'est Don Quichotte, hein, c'est les tentes de Don Quichotte, dans le jardin des Tuileries, et donc ils construisent. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est que les actualités cinématographiques, qui sont évidemment un élément de modernité politique, j'ai été amenée à visionner
à forte dose ces actualités à l'époque où je travaillais sur les manifestations de rue à Paris. Je voulais voir ce que... Je me suis dit, tiens, peut-être que je vais trouver des manifestations dans ces premières actualités cinématographiques. Alors, j'en ai pas trouvé avant 14, j'en ai pas trouvé après. Si j'en trouve en 34, parce que difficile d'en faire l'économie. C'est pas seulement que les manifestations n'intéressent pas les actualités cinématographiques, c'est que les actualités cinématographiques, c'est pas le journal télévisé. C'est un temps qui ne passe pas. C'est le temps des marronniers, hein, comme on dit dans la presse. Donc, c'est le temps où on voit les célébrations toujours les mêmes, les commémorations toujours les mêmes. C'est là que j'ai compris ce que voulait dire la formule les présidents de la République inaugurent les chrysanthèmes. Je croyais que c'était une formule comme ça. Vous ne pouvez pas savoir, je n'ai pas vu les chrysanthèmes, mais le nombre de séquences où on voit les présidents de la République successeurs, enfin, il y en a qu'un là-bas, couper les rubans. Donc, l'événement n'intéresse pas les actualités cinématographiques. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en 1912, six séquences de Gaumont sont consacrées aux actions de Cochon. Donc là, il est conscient de ce qu'il faut faire pour obliger, pour intéresser, pas obliger, n'est pas le bon, mais pour intéresser une structure qui, normalement, ne s'intéresse absolument pas à l'événement en général et à ce type d'événement en particulier, et qui est dans ce temps réitératif qui ne passe pas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interaction, parce que comme ils savent qu'ils vont être filmés, dans des cinémas qui passent dans les quartiers populaires, hein, le cinéma est un art, c'est pas le théâtre, c'est pas la même géographie, et c'est pas le même public hein, dans cette France d'avant-guerre. Eh bien, ils demandent j'allais dire aux manifestants, enfin aux expulsés qui sont avec lui, qui participent à l'action, de fabriquer des banderoles. Vous savez, maintenant, dans des pays où l'écriture n'est pas latine, on voit des banderoles en écriture latine pour que dans le monde entier, à la télé, on puisse comprendre quel est l'objet de la manifestation à l'autre bout du monde. D'une certaine manière, c'est le cinéma muet, hein, on est en 1911, 1912. Donc, il fabrique des banderoles pour attaquer M. Vautour, pour attaquer la République qui n'a pas permis aux hommes et aux femmes de se loger. Non, les femmes, c'est moi qui les rajoute. Bon, donc, pour donner le sens. Bon, encore une fois, j'en ai pas d'autres à vous offrir. Hein. Mais là, on est bien à Paris et on est bien dans la prise de conscience de ce qu'il y a des possibles d'un type nouveau. Et alors, cette attention nouvelle pour les médias, pour l'image comme média, pour des formes de médiatisation nouvelles, dont les journaux télévisés, explique que certains acteurs commencent à s'intéresser non pas seulement à être présents à l'image, mais à diffuser des images. Et tant qu'à diffuser des images, autant être le maître de l'image et donc progressivement à produire des images. Et donc ça sera mon dernier point pour cette deuxième partie, ce qui fait que j'aurai quand même le temps de vous parler de l'après-guerre, hein, contrairement à mes menaces du début. Perception de ce que la question du cinéma. Donc j'ai parlé il y a un instant des actualités cinématographiques. Certains acteurs marginaux, je vais expliquer pourquoi marginaux, prêtent attention au cinéma comme arme politique. Je commence par dire que les pouvoirs publics ont mis longtemps, hein, l'invention du cinéma de 1895, il faut attendre 1928 pour qu'un projet de loi soit proposé visant à mettre en place un service national de protection, de subvention du cinéma. Cinéma qui jusqu'alors n'intéresse les pouvoirs publics que du point de vue de la fiscalité, du point de vue de la censure. Et ce projet de loi ne passe pas. Hein, donc il y a une ambivalence générale de tous les acteurs, à droite, à gauche, au gouvernement, une ambivalence générale sur le cinéma. Oui, bien sûr, le cinéma documentaire, ça peut être intéressant. La Ligue de l'enseignement va être la première force organisée à produire des films documentaires à partir de 1907 dans le cadre qui est le sien, hein, Ligue de l'enseignement. Mais le cinéma est un lieu de perversion.
Et les films sont des films qui pervertissent la jeunesse. Et ça, je suis en train de travailler en ce moment sur des archives de 1945. Je retrouve cette ambivalence comme si de rien n'était. D'accord, c'est intéressant, mais il faut maîtriser l'image parce que l'espace du cinéma et la nature de ce qu'on y projette, les films américains et les romances. Alors, les films américains, ça produit la délinquance chez les jeunes garçons, et puis la délinquance, ça trouble un peu les jeunes filles. Donc tout ça n'est pas très sérieux. Mais on a des acteurs qui, parce qu'ils sont aux marges du dispositif pédagogique central, qui est l'école, parce qu'ils sont aux marges de ce dispositif central, vont prêter une attention précoce, mais limitée, à la diffusion et à la production d'images. Alors là encore, hein, j'en ai deux, mais non des moindres quand même. Les premiers, c'est les catholiques. C'est les catholiques, et oui, je vois un monsieur qui a l'air de s'étonner. 1864, le syllabus qui condamne la modernité. Il ne s'agit pas de la modernité technologique, mais il y a quand même une défiance générale de la modernité politique et de tout ce qui, de près ou de loin, est susceptible de modifier le discours de la part de la papauté. Mais malgré cette condamnation, j'allais dire mise à distance, condamnation de la modernité politique, et par là on entend les Lumières et tout ce qui en découle, une attention relativement précoce pour les moyens technologiques nouveaux qui peuvent être des éléments de propagande au meilleur sens du terme, hein, c'est la propagation de la foi, propagaré. Hein, on est dans la logique de la propagation de la foi, et donc le sentiment que certains moyens technologiques peuvent être d'un grand secours. Et en particulier à partir du moment où les républicains l'ayant emporté, les catholiques ont perdu le quasi-monopole de l'enseignement qui était le leur. Alors, s'agissant des images, j'ajoute par ailleurs que le rôle de l'image pour propager la foi est quasiment consubstantiel de l'Église catholique, et donc il n'est pas tout à fait surprenant qu'il regarde d'un œil plus attentif que d'autres et plus précoce que d'autres ce moyen d'expression nouveau qu'est le cinéma. Ceux qui sont à l'avant-garde dans ce domaine, ce sont les Augustins de l'Assomption qui sont constitutivement attentifs à tout ce qui peut permettre de revitaliser l'esprit catholique dans une société qui est marquée, qui est pour le pire, par les idées révolutionnaires, par la libre pensée, mais pour combattre la libre pensée et les idées révolutionnaires, il faut s'appuyer sur des moyens modernes. Donc il faut parler moderne pour combattre ces éléments de la modernité politique. Et ce sont ces Augustins de l'Assomption qui créent la Bonne Presse, aujourd'hui les éditions Bayard, hein, avec le journal La Croix, qui, les premiers, imaginent de réserver des trains entiers pour organiser des pèlerinages, à Lourdes notamment, qui, les premiers, vont mettre en œuvre ce qui est d'abord des projections lumineuses. On les appelle c'est les abbés lanternistes, hein, qui viennent dans les patronages avec leurs lanternes. Donc c'est des images fixes, mais ils propagent la foi, les idées nouvelles, par ces images pieuses qui sont évidemment la Bible en images, mais elle était en images sur les parois, sur des églises romanes et gothiques, bien avant que le cinéma ne soit inventé. Donc je répète que là, il y a une certaine continuité sur la notion d'image. Et alors, ils vont... la Bonne Presse, et donc les assomptionnistes, mais via la Bonne Presse, va... non, pardon, je fais un peu trop vite. C'est le cercle catholique. Il y a un cercle catholique à Paris qui s'appelle le cercle catholique, qui en 1896 organise la première séance cinématographique, projette pour la première fois des images
c'est Invention du cinéma 95. Les frères Lumière ne sont pas encore arrivés à Paris. Ils vont venir, en chair et en os, présenter à Paris. Donc ils anticipent la venue à Paris des frères Lumière pour présenter cette chose nouvelle, tout à fait surprenante, qu'est le cinéma. Et j'en reviens à la bonne presse. J'avais oublié une chose. La bonne presse va créer au tournant du siècle un appareil de projection qui s'appelle l'Immortel. C'est assez joli comme dans le rapport à l'image, qui est vendu au patronage et qui est amélioré en 1903 pour pouvoir diffuser à la fois les vieilles images fixes des abbés lanternistes, mais aussi ces images mobiles nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit, je parle des images mobiles, on y voit la Nativité, on y voit la Passion, on y voit une Jeanne d'Arc, on y voit les pèlerinages de Lourdes qui sont précocement filmés. Et en 1903, il crée, là aussi le titre est évidemment très intéressant, un journal spécialement destiné à informer et à cultiver en matière de cinéma et en matière de diffusion du cinéma. Ce journal s'appelle Le Fascinateur. C'est là aussi un titre intéressant. Donc, et en 1904, il y a une délégation qui se rend à Rome et ils font cadeau au pape de cet appareil immortel. Et donc le pape découvre, on lui fait une démonstration, et le pape découvre cette chose étrange qu'est le cinéma. Bon. Donc vous voyez, diffusion, et ça passe par assez rapidement par de premières constructions d'images qui sont, je dirais, le discours illustré. C'est pas... Du côté des organisations ouvrières, intérêt très tardif, je suis tout avant 14, et limité du Parti socialiste qui est né en 1905, parce qu'il participe de cette démopédie, il participe de la culture de l'écriture dont je parlais précédemment, et donc il n'y a pas eu d'attention immédiate pour le cinéma. Alors où est-ce qu'on trouve, pour l'image, puis pour le cinéma, où est-ce qu'on trouve les premières attentions? Finalement, il faut que j'accélère. On va le trouver du côté des bourses du travail, avec des pionniers, des individus pionniers qui sont un peu comme les abbés lanternistes du mouvement ouvrier. Alors, ce n'est pas des missions qu'ils projettent d'abord en images fixes, puis progressivement avec de premiers films. C'est la lutte contre l'alcoolisme. Ils font des conférences avec images, puis avec de premiers films. Et alors, on emprunte des séquences au film de la production, parce que dans les fictions, si j'ose dire, des fictions muettes, l'ouvrier alcoolique, c'est un personnage... Donc, ils empruntent des séquences à la production. Je ne sais pas comment ils s'en sortent en termes de droit d'auteur, mais la question ne se pose pas à l'époque. En tout cas, ils empruntent à d'autres d'abord des images qui sont... La cible, c'est vraiment l'alcoolisme. Et puis, là encore, progressivement, on bascule de la projection d'images exogènes à la construction d'images qui portent davantage le message que, j'allais dire, ces organisations, que ces lieux ouvriers entendent porter. Et on a en 1912 la création du cinéma du peuple. C'est les libertaires, c'est les libertaires qui sont d'ailleurs qui sont puissants à l'intérieur d'un certain nombre de bourses du travail, appuyés sur des coopératives. Quelques socialistes qui passent par là, mais on est là. Il y a un personnage qui jouera un rôle important. C'est Eugène Bonaventura Vigo, qui est le père de Jean Vigo et qui participera de ces pionniers qui vont construire un premier film qui s'appelle Les misères de l'aiguille. Alors c'est intéressant, de 1912. C'est intéressant parce que alors c'est un film qui dénonce le travail à domicile des femmes, des couturières, au moment où il y a une grande campagne qui se mène pour l'adoption d'une loi qui régule le travail des femmes à domicile et qui fixe un salaire minimum pour ces femmes à domicile. Et ils vont projeter pour la première fois, salle des sociétés savantes, le film, conférence à l'appui, alors qu'il y a un débat, on sort d'un débat à l'Assemblée, et le Sénat, comme d'habitude,
fait traîner les choses et bloque. Hein, c'est pendant la guerre que la loi passera. Et donc, ils s'inscrivent dans la chronologie du politique. Et là, c'est intéressant de voir comment, vous voyez, on est très près de la guerre, mais comment s'opèrent de premières interactions entre, je dirais, l'espace-temps de la politique et des formes du politique qui essayent de s'articuler et de peser sur les formes classiques de la vie parlementaire. Bon, ça continue après-guerre sans évolution notable. Il faudrait dire un mot, mais on ne les a pas retrouvés. En 1923, l'humanité devenue communiste réalise des actualités humaines. On le sait par le journal, mais on n'en a pas de traces. On en a retrouvé une de 1928 que vous pouvez consulter sur Ciné-Archives. C'est la première fête de l'humanité avant l'heure, je dirais. Enfin, c'est pas la fête de l'humanité, mais il y a un stand de l'humanité dans une fête champêtre en 1928. Donc vous pouvez le consulter sur site. C'est actualité humanité. Mais ça reste des phénomènes très ténus. Et là comme ailleurs, il faudra attendre des années 30, mais ça sera ma conclusion. Donc, et je pourrais ajouter un mot à cette forme de modernité en franchissant la guerre. En 1925, les catholiques organisent de très grandes mobilisations contre le projet du cartel des gauches d'appliquer à l'Alsace-Lorraine les lois laïques. Et pour la première fois, on a des photographies de manifestations dans l'illustration qui ne s'intéressent d'habitude pas davantage aux manifestations que les actualités cinématographiques. Alors bon, c'est les catholiques, mais je ne sais pas si c'est la seule chose qui retient l'illustration. Ils ont un énorme haut-parleur électrique. Enfin, ils peuvent sonoriser l'espace. Quand Jaurès fait son discours en 1912 contre la guerre, hein, sur la butte du chapeau rouge, il y a plusieurs tribunes. C'est à l'allemande, hein, ils avaient emprunté ça aux Allemands. Il y avait plusieurs tribunes quand il y avait beaucoup de monde. Il y avait un orateur par tribune. Alors en Allemagne, c'était au coup de sifflet et les orateurs prononçaient le même discours à partir du coup de sifflet. En France, on est toujours un peu anard. Alors c'était des discours différents. Il y avait un drapeau, mais quand le drapeau était abaissé, chacun, alors évidemment, il y avait plus de gens autour de Jaurès, mais on ne sonorisait pas l'espace. Et si vous avez vu les photographies de la butte du chapeau rouge, tout à l'heure, vous faisiez remarquer qu'on n'entendait rien. But du chapeau rouge, vous imaginez ce qu'ils pouvaient entendre au discours de Jaurès. Bon, ce sont les catholiques qui, les premiers, là encore, mettent en œuvre des formes de sonorisation de l'espace qui vont être ensuite, ça va devenir quelque chose de plus fréquent, ce qui pose un problème aux autorités, parce que les républicains arrivés au pouvoir ont garanti le droit de réunion, mais pas de réunion dans l'espace public. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une réunion dans une salle, qu'on ouvre les fenêtres, qu'il y a un haut-parleur, et que, bien évidemment, sur la place de la mairie, dans des petites villes, tout le monde entend ce qui se passe à l'extérieur. J'avais retrouvé des tas de rapports de police où les commissaires, les sous-préfets sont bien embêtés. Ils sont bien embêtés parce que c'est quoi? C'est une réunion sur l'espace public ou pas? Mais c'est bien. Alors, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'après-guerre? Bon, vous voyez que tout ça continue plus ou moins, mais plus ou moins. Je ne suis pas complètement sûr, je vais dire deux choses, mais je ne suis pas complètement sûr que ça relève de la modernité. Donc je pourrais vous parler des modifications politiques de l'après-guerre, et j'ai refait un petit tour dans l'expo tout à l'heure, et j'ai bien vu devant moi un uniforme et des tableaux représentant les tranchées. Oui, c'est vrai que l'après-guerre va produire l'après-guerre et les bouleversements internationaux consécutifs à l'après-guerre, la révolution russe, vont produire des bouleversements dans tous les domaines, dans le champ politique y compris. Donc, si je pourrais vous parler, mais je vais m'arrêter dans 5 minutes, parce qu'encore une fois, je pense que c'est quand même un autre sujet. La modernité n'a plus grand-chose à faire là-dedans, mais je pourrais vous parler du rôle des anciens combattants en politique durant toutes les années 20, avec une centralité de ces anciens combattants. Hein. C'est pas seulement pour ranimer la flamme, c'est les manifestations de 1926 pour les pensions et donc pour la défense du franc or, de manière à ce que leurs pensions continuent à valoir la peine d'être touchées. Ces anciens combattants qui vont jouer un rôle majeur dans la formation des cadres politiques, qu'il s'agisse de la Fédération nationale catholique, dont on connaît le rôle jusqu'en 1934, qu'il s'agisse des ligues
qui se créent en 1924 sur une base anticommuniste, mais qui sont dirigés par d'anciens cadres de l'armée, qu'il s'agisse des communistes, avec le rôle de vaillants couturiers, qu'il s'agisse des catholiques, avec la création, procession, oui, d'accord, mais comme les catholiques entrent en politique directement, ils créent la Fédération nationale catholique qui va être à l'origine de cette mobilisation politique totalement comme tout le monde, si j'ose dire, enfin, en tout cas comme les autres, et d'ailleurs ils disent, pourquoi pas nous, de 1924 à 1926. Donc je pourrais vous en parler, mais honnêtement, ça n'a plus grand-chose à voir avec la modernité. Alors je sais bien que la guerre est un accélérateur, etc., etc., mais quand même. La seule chose que je pourrais dire, c'est que ces forces politiques qui étaient situées aux marges ou carrément à l'extérieur de l'action parlementaire et qui avaient donc plus que d'autres été attentives aux formes de la propagande de masse et donc aux moyens de masse de la propagande, basculent du côté de l'action de masse, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais est-ce que c'est de la modernité? Je ne sais pas. Et une dernière chose, où là je me rapprocherai peut-être du sujet, c'est le fait que la modernité industrielle, l'industrialisation qui franchit un pas très important pendant la guerre, avec les usines, la mise en place de la rationalisation industrielle, et à partir de là, avec la croissance urbaine, par une population qui rejoint les villes pour faire face à ce besoin de main-d'œuvre des usines rationalisées, elle va constituer des espaces d'émergence, de problèmes nouveaux, et le Parti communiste émergent va trouver, dans une phase de stabilisation où on passe de l'espoir de la révolution immédiate à ce qu'on a la phase de stabilisation où on rentre de la guerre, on passe de la guerre de position, de la guerre de mouvement à la guerre de position. Alors comment s'implanter quand on est rentré dans une guerre de position qui risque d'être longue, je parle de son point de vue, eh bien, les lieux où il émerge, c'est les lieux où cette modernité industrielle, et là c'est bien de modernité industrielle dont il s'agit, cette industrialisation et ces formes de la modernité créent des tensions, des césures. La question de l'habitat, avec le problème des lotissements qui ont été étudiés par Annie Fourcault, et la question des mal lotis, qui vont être un des facteurs majeurs d'implantation du Parti communiste dans ce qu'on va appeler à l'époque la banlieue rouge, et puis faire politique à l'entreprise, ou faire de la politique dans les... On ne dit pas l'entreprise, on dit les usines rationalisées, c'est les deux lieux où ce parti d'un type nouveau, est-ce qu'il est moderne, je ne sais pas, émerge en tout cas et participe. Bon, je ne conclus pas parce que ce n'est pas là que ça se passe. S'il fallait, tout à l'heure, je vous ai dit, on peut trouver des tas de chronologies à la modernité politique. Il est clair que c'est la crise des années 30 qui, à tous égards, va faire entrer la politique et le politique dans des formes de modernité nouvelles. Mais ceci est une autre histoire et donc je me m'arrête là pour le moment. Merci de nous avoir montré comment les acteurs du politique se saisissent néanmoins de ces instruments de la modernité, que ce soit l'automobile, que ce soit la caméra, que ce soit le micro ou la sonorisation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci beaucoup. Merci pour votre exposé. Vous avez, dans votre introduction, dit qu'il s'agissait de voir aussi comment la modernité culturelle influence le monde politique. Dans la première salle de l'exposition du Petit Palais, il y a une statue africaine. Et c'est quand même au début dans les années 1910-1911, le début de la reconnaissance de l'autonomisation, comme vous avez dit, de l'art africain comme art à part entière. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette influence-là sur le monde politique de l'époque, etc., etc. Bon, alors, quand je parlais du Parti communiste émergent,
J'ai dit il y a 2 fronts, en fait il y en avait 3, mais je me suis dit ça va être une autre histoire, alors je ne leur en parle pas. C'était le 3e front sur lequel il se développe, c'est précisément le front de la lutte anticoloniale, enfin, c'est la lutte contre l'occupation de la Ruhr, ça n'est pas une colonie, et puis ensuite la guerre du Maroc, qui va être l'occasion d'une rencontre, enfin d'une brève rencontre entre les surréalistes, là on est bien dans la culture, et le Parti communiste, donc avec à la fois une intention des surréalistes, on le sait, pour cet art, mais en même temps une dénonciation de la dimension coloniale qui, sous cette forme-là, est évidemment une première et participe de cette autre modernité que j'évoquais tout à l'heure. Et puisque j'ai parlé des années 30, mais je pense que vous le savez, dans l'exposition, on parle de l'exposition des arts décoratifs de 1925. D'ailleurs, j'aurais pu en profiter pour dire que les maisons du peuple qui se construisent dans la période 25-30 sont extrêmement marquées par l'Art Nouveau et donc participent. Alors c'est des constructions qui sont soit municipales, soit ouvrières, soit articulées, soit les deux. Mais en tout cas, la figure de la Bourse du Travail devient l'Art déco, alors que la première Bourse du Travail, c'était la Bourse de Paris. Donc là, en termes de représentation du mouvement ouvrier, mais ce que je voulais dire, c'est que lors de l'exposition de 37, excusez-moi, je commence à fatiguer, lors de l'exposition coloniale de 31, les surréalistes et les organisations communistes vont être à l'initiative de la contre-exposition coloniale qui se tient rue Mathurin-Moreau, là où il y a actuellement le siège du Parti communiste. Ça ne ressemblait pas à ça à l'époque, c'était la maison des syndicats. Il ne vient pas grand monde, mais c'est intéressant de voir que ça a toujours été une question où il y a une jonction entre ces marges culturelles, s'il en est, qu'étaient les surréalistes et leurs amis ou ennemis, selon moi, en tout cas les avant-gardes culturelles d'un certain type, et le Parti communiste. Oui, une question peut-être. Certains milieux quand même de la modernité se signalent par une inscription politique particulière. Si on prend le sport ou l'automobile, qui sont bien dans la chronologie là quand même, c'est-à-dire c'est vraiment le début du XXe siècle. Le journal L'Auto, l'Automobile Club, etc. Ce sont pas des républicains pur jus, ils sont quand même assez réactionnaires au sens plein du terme. Les milieux du football qui sont créés à peu près dans ces années-là, c'est pas du tout des progressistes, et ils ont, au fond, ils formalisent quand même assez bien l'idée que le monde qu'ils défendent passe par cette modernité. Est-ce que ça te paraît pas quand même un élément intéressant, c'est-à-dire le fait qu'il y a quand même des acteurs qui sont explicitement très réservés sur l'évolution historique et l'évolution républicaine? Si, évidemment. Évidemment, merci d'avoir vu qu'il y avait des abîmes dans lesquels... je crois, d'une façon générale, la presse dans sa diversité, la diversification de la presse, la spécification que tu évoques, le fait que la photographie fait irruption dans la presse avec l'émergence de magazines qui sont des magazines photo. Bon, l'illustration, c'est vieux, mais le passage dans l'illustration de la gravure à la photographie, bon, tout ça, c'est évidemment des éléments de la modernité en acte. C'est vrai que je me suis focalisée sur ceux des acteurs qui, à droite ou à gauche, puisque je n'ai pas oublié les catholiques, ils sont beaucoup, mais qui, à droite ou à gauche, étaient des acteurs inscrits dans le champ politique en me demandant quelles étaient leurs perceptions de la notion de modernité au sens lumière et quelles étaient leurs appropriations de ces instruments que Marie rappelait tout à l'heure. Il y a globalement une modernité. C'est pour ça que c'était un petit peu le piège de parler de dire que la France se modernise
et que si la France se modernise, c'est qu'il y a bien des acteurs de la modernisation, et que ces acteurs de la modernisation, ils ne sont pas aux marges. Ils sont nécessairement au centre, sinon il n'y aurait pas de modernisation avec ses limites. Donc je suis totalement d'accord, et ça tient simplement au fait que je suis partie d'acteurs qui étaient peu ou prou dans le politique. Alors, le sport, c'est important parce que... oui, d'ailleurs, tu as évidemment raison, mais on se connaît depuis longtemps. Le sport est un instrument politique, au sens très large. C'est un instrument de propagation, je ne sais pas si c'est de la foi, mais de la propagation des idéaux ou de l'ordre. Les clubs de foot, notamment, mais sont soit le fait du patronat, notamment dans les régions minières, ou dans les régions où il y a un fort paternalisme qui est resté limité en France, et donc soit le fait des patronages catholiques, soit le fait du sport ouvrier. Ça a été un des... D'ailleurs, avant le cinéma, c'est sans doute une des pratiques. Alors, est-ce que le sport, c'est moderne? Je dirais c'est vieux comme l'Olympie. Mais c'est vrai qu'il y a des sports nouveaux qui apparaissent, que les Jeux olympiques sont la concrétisation de ces sports nouveaux qui apparaissent, et que certains sports plus que d'autres, et notamment le football, sont à la fois des phénomènes qui transforment l'espace, mais qui sont des lieux du politique. Je parlais du film de 1928, donc ce film que vous pouvez trouver sur le site de Ciné-Archives. Ciné-Archives, c'est une association qui a collecté la mémoire cinématographique du Parti communiste et des organisations ouvrières qui lui étaient liées. C'est un... Sur la période qui nous concerne, disons que sur l'avant Deuxième Guerre mondiale, on a plusieurs centaines de films, qui sont des films qui ont été réalisés soit par les municipalités communistes, soit par le Parti communiste en tant qu'organisation, soit par l'Humanité, soit par la CGT. À vue de nez, il y a un tiers des films qui concernent le sport. C'est pas par hasard. Donc, c'est bien. Et c'est une réaction à ce que tu dis. Alors, je me permets quand même de dire que, Michel, il fallait venir à la conférence hier soir à 17h aux Archives de Paris. Nous avions une conférence sur l'histoire du sport et nous voyons ceux qui viennent à toutes les conférences ont suivi cette... Et la précédente, c'était sur le sport militant et les liens notamment entre le Parti communiste et le sport. Nous avons eu aussi une conférence sur le football et une autre de Gilles Montéméral sur l'équipe. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, cette question de la modernité du sport... Ah voilà, il fallait venir à toutes les... Je me permets aussi, parce que je le connais. Il fallait venir à toutes les conférences du comité d'histoire. Je vois qu'il y a des membres, qu'il y a des spectateurs assidus qui étaient là hier et qui, voilà, suivent parfaitement. Pas les oublis de Daniel Tartakovsky. Donc, mais si, parce qu'elle est présidente du comité, donc elle sait que ces sujets avaient déjà été traités. Mais tout ça pour vous dire que ces conférences ne sont pas encore en ligne, mais que nos conférences sur le sport sont finies là au mois de décembre, mais que je vais les mettre en ligne à partir du mois de janvier. Donc vous pourrez rattraper toutes vos lacunes. Pardon. J'ai fait un petit... Oui, merci beaucoup pour cette chronologie. Mais comment pouvez-vous expliquer, est-ce qu'il y a une intrication entre cette évolution de la modernité et le développement de guerres très barbares? Et est-ce que vous pensez que ces guerres sont uniquement enclenchées par des hommes qui arrivent au pouvoir et qui s'octroient la liberté de déclencher les guerres en utilisant tous les moyens modernes pour être de plus en plus barbares? Est-ce qu'il y a une intrication entre, on va dire, la mise en place de certains hommes politiques et le développement de la modernité, s'il vous plaît? Alors, peut-être cela nous entraînerait très loin. Je citerai Jaurès, qui ne mettait pas l'accent sur les hommes, mais qui disait que le capitalisme portait en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Donc, il élargissait singulièrement le champ des responsabilités. Je crois que ce serait un petit peu long de revenir ici sur les causes de la Première Guerre mondiale. C'est j'aurais tendance à dire que les contradictions qui naissent de la concurrence économique, de la volonté de coloniser, font émerger
des hommes qui sont les hommes de la situation, si j'osais dire. Donc je crois qu'il faut limiter que si des hommes peuvent être à un moment donné les acteurs de premier plan d'une situation, ça n'est que parce qu'il y a des causes beaucoup plus profondes et beaucoup plus vastes qui génèrent ces contradictions et qui finissent par déboucher sur la guerre telle que nous l'avons connue. Ce qui est vrai, c'est que la modernisation industrielle qui a précédé 1914 est un facteur qui a réagi sur les formes de l'armement et qui a donc répondu d'une guerre infiniment plus meurtrière et infiniment nouvelle par rapport à ce qu'elle était, une guerre qui précisément, parce qu'il y avait un lien entre modernité économique et le front, a mobilisé dans l'ensemble des pays ce qu'on a appelé l'arrière, le deuxième front, et ça c'était quelque chose hélas, je dirais, de tout à fait nouveau, et que simultanément, cette guerre, comme ensuite la suivante, pardon, la prochaine, j'espère que, pardonnez-moi de ce lapsus, je ne le ferai plus, a été un facteur d'accélération de découverte et de modernisation économique. Donc il y a un lien évident entre les guerres et un certain nombre d'inventions et de modernisation. Les hommes, au milieu de tout ça, ils font ce qu'ils peuvent comme ils ne peuvent pas. Comment voyez-vous l'avenir avec l'intelligence artificielle, si vous avez étudié ça? Mon incompétence est absolue. Est-ce qu'il y a une autre question? Le début de ta conférence m'a fait penser que, comme il a quand même été beaucoup question de ces instruments et d'éducation, qu'il existe à Paris, et je pense que vous pouvez la visiter au moment des Journées du patrimoine, où il existe une cinémathèque scolaire qui a été créée en 1926, juste au lendemain des limites de l'exposition, qui s'appelle la cinémathèque Robert Linen, qui est située dans le 17e arrondissement. Et c'est une cinémathèque qui diffusait des films documentaires à destination des élèves, et qui existe encore, qui fonctionne encore, à destination des élèves des écoles parisiennes, et donc il y avait toute une collection, tout un fonds d'images qui était destiné à l'éducation des élèves. Donc c'est intéressant d'aller la visiter. Surtout, il y a une très jolie salle, une vraie salle de cinéma avec des fauteuils aux dimensions des enfants. En fait, c'est une très jolie salle, une petite salle de cinéma. Alors, elle n'est pas ouverte tout le temps, mais vous pouvez chercher en ligne. Je pense que vous trouverez les renseignements. Voilà, ça, c'était la pub pour la ville de Paris. Merci beaucoup.